Aujourd'hui, je vous rappelle pour plusieurs d'entre vous qui avaient vécu une partie de l'hiver 1998 dans le noir, je vous rappelle certains souvenirs qui, encore une fois, nous ont permis de constater combien les gens sont généreux et savent partager lorsqu'il y a quelqu'un dans le besoin. On se souvient, tout le monde, de la crise du verglas. Maria et moi, nous avions quitté la Gaspésie pour vivre dans une région où le climat est beaucoup plus clément. Alors, nous nous sommes installés dans notre nouvelle petite maison en Montérégie, tout près de Saint-Hyacinthe. Et nous sommes là depuis quelques mois. Nous avons, au cours de l'automne, pu apprécier la douceur du climat, comparativement à celui de Meadowville. Mais voilà que le 5 janvier, on annonce à la radio la météo prévoit une pluie verglaçante qui pourrait durer toute la nuit. Le lendemain, le 6 janvier au matin, c'était le blackout total. Pas d'électricité, pas de chauffage bien sûr, et pas d'eau pour les toilettes et le reste. Il y avait quelques arbres dans la cour arrière qui étaient tombés, puis il y avait des branches cassées un peu partout sur le terrain. Alors, nous étions vraiment désemparés. Je me prépare pour aller aux informations. Puis il a fallu beaucoup de temps et de patience pour descendre les marches, car l'escalier n'avait pas de rampe. Et il m'a fallu beaucoup de temps également pour déclasser l'auto. Je me suis rendu au dépanneur. Il était fermé. Puis je suis allé chez Constance, la propriétaire du magasin général, et son magasin était ouvert. Alors j'ai appris que c'était une panne généralisée qui couvrait toute la région et que les installations de la municipalité pour l'eau potable étaient en panne et on ne pouvait prévoir quand le tout pourrait revenir à la normale. D'ailleurs, Constance m'avait informé que la municipalité organisait un centre d'accueil pour les personnes dans le besoin. Je retourne à la maison. Maria et moi, nous décidons d'aller vers l'est, c'est-à-dire un rang plus loin. Il y avait de la lumière au poste d'essence près du restaurant et l'hôtel Motel La Liberté. Nous avons eu un peu de chance, nous avons eu un coup de chance plutôt. Il restait une chambre encore disponible. Alors nous l'avons réservée pour quelques jours. Nous étions en sécurité dans une région complètement inconnue pour nous, puisque nous étions arrivés en septembre et nous n'avions pas eu le temps de visiter la région. Nous étions occupés à la construction de la remise et d'autres aménagements. À l'hôtel, le soir et une partie de la nuit, nous étions rivés à la radio et à la télévision pour écouter les nouvelles. On ne parlait que des dégâts aux lignes électriques, des arbres, des poteaux électriques qui étaient tombés dans les rues et les routes. Il était impossible de traverser sur l'île de Montréal. Tous les ponts étaient fermés, seul le tunnel était accessible avec certaines précautions. Les lignes ouvertes à la radio faisaient état de situations pathétiques. Il y avait plus de 3 millions de personnes qui étaient sans électricité. Il y eut également quelques personnes qui sont décédées à la suite d'installations de fortune pour se réchauffer et pour cuire des aliments. Il est bon de rappeler que tous les jours, le premier ministre de l'époque, M. Lucien Bouchard, et le président d'Hydro-Québec, M. André Caillé, faisaient état de la situation. Ils donnaient des consignes de sécurité et exhortaient le monde à s'entraider. Au cours des premiers jours, nous en avons profité pour faire le tour de la région. C'était désolant de voir les pylônes écrasés, des granges et autres bâtiments complètement détruits. Et nous allions régulièrement à la maison pour vérifier que tout était correct. Au bout d'une semaine, même si une bonne partie de la population avait retrouvé l'électricité, on a identifié une région, l'est de la Montérégie, qu'on a appelée le Triangle Noir, et on ne prévoyait pas y rétablir le courant avant quelques semaines. Alors nous sommes allés à la maison pour sécuriser le tout,
nous avons remis une clé à un voisin et avons quitté pour retourner en Gaspésie, au Mont-Saint-Pierre, plus précisément chez la sœur de Maria, Monique, qui occupait la maison familiale. Je dois vous dire que nous avons été accueillis avec un petit sourire en coin, comme on dit, car ils se souvenaient qu'on leur avait dit que l'on quittait la région pour aller vivre sous un meilleur climat. Notre séjour en Gaspésie fut agréable. Nous avons pu faire du ski de fond, un peu de raquettes, et nous avons passé de belles soirées à jouer aux cartes avec la famille et les amis. Le 6 février, on annonce que le courant est rétabli partout. Il est bon de souligner que notre paroisse fut la dernière à revenir à la normale. Alors, je téléphone à Roger, notre voisin, évidemment pour s'assurer que tout sera prêt dans notre maison pour le retour. Alors, nous quittons le lendemain en direction de la montée des Chines. Le chauffage et l'eau courante étaient rétablis. Il n'y avait pas de bruit majeur à la maison. Il a cependant fallu vider le réfrigérateur, j'appelle ça le frigidaire, et les congélateurs qui étaient pleins de produits de toutes sortes. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai dû faire le ménage de la cour, récupérer le bois, faire brûler les branches, et il a fallu également utiliser les services d'un émondeur professionnel avec une petite grue pour tailler la tête des arbres. Aussi, j'ai eu recours à une entreprise spécialisée pour abattre un gros frêne qui risquait de tomber sur la ligne électrique. Bien sûr, un bon nombre d'entre vous ont vécu ce moment, chacun à sa façon. Mais pour la plupart, vous en avez entendu parler. Alors moi, je vous raconte ce petit bout de vie comme je l'ai vécu. Aujourd'hui, je pense à tous ces travailleurs qui ont œuvré pendant cette période pour apporter de l'aide, du soutien à des milliers de personnes dans le besoin, que ce soit par l'entremise de la Croix-Rouge ou de toute autre façon. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec la pandémie actuelle, où des milliers de personnes œuvrent parfois, jour et nuit, pour apporter du réconfort et des soins à des personnes malades et dans le besoin. C'est avec compassion que je pense à elles et que je pense à eux. La semaine prochaine, je vais laisser la parole à mon frère Bertrand, qui est décédé le 28 décembre dernier. Il s'était confié à moi quelques mois avant son décès. Alors, bonne semaine et à bientôt.